19h45 à la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du vendredi 3 juillet 2020. 19h45 que nous débutons avec cette brève. Les acteurs de la société civile, à savoir Moukela Alidou du SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page TLP Niger, vont passer leur 107e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daïkena, Walam et Kolo dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 dernier contre le détournement de plusieurs milliards de nos francs au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger comme à l'international pour exiger leur libération. La Cour des comptes a publié son rapport général de 2017, 2018 et 2019. Plusieurs irrégularités et autres détournements ont été relevés dans ce rapport, ce qui a suscité la réaction de plusieurs acteurs. La dernière en date est celle de l'activiste Ibrahim Bana, que je vous propose de suivre. La nécessité, au-delà de tous les clivages politiques, qu'il y ait une certaine prise de conscience que rien ne va plus dans notre pays. Imaginez quand on vous dit que dans une société publique, dans un État laïque, qu'un directeur général prenne 18 millions pour donner à des marabouts, pour faire une fatia, pour que les choses s'améliorent pour une société commerciale, c'est le summum de la bêtise en matière de gouvernance. On oublie d'abord que l'État du Niger est un État laïque, non confessionnel. Il y a beaucoup d'exemples. Ce qui s'est passé au niveau de l'organe de régulation des télécommunications, au niveau de la Nigélec, de la Sonidep, c'est une preuve, si besoin, que notre société est en état de déliquescence presque achevée. Et que cela, nous, en tant que jeunes, cela doit nous interpeller. Il faut qu'il y ait une refondation de la gouvernance politique dans notre pays. Mais au-delà, il faut d'abord qu'on sanctionne. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'opposition qui a sorti un livre blanc ou un rapport, ce n'est pas la société civile non plus, c'est une institution constitutionnelle. Il faut que le procureur de la République, qui est normalement garant du respect de l'ordre public, il faut qu'il s'auto-saisisse dans toutes les affaires dévoilées par la Cour des comptes dans son dernier rapport. Aujourd'hui, le Niger, il est en voie de disparition. Écoutez, on est comme dans une jungle, chacun, quand on le nomme, il vient, il fait des rapines, il détourne ce qu'il peut et il s'en va impunément. Parce qu'il n'y a personne capable de sanctionner, parce que tout le monde est coupable de détournement des deniers publics. De la tête jusqu'en bas de l'échelle, il n'y a pas d'intégrité dans notre pays. Et ça, c'est le danger que nous avons. Moi, quand je vois des gens qui pensent qu'il faut juste faire une alternance au pouvoir, moi, je pense qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut, avant toute chose, qu'il y ait une sorte de prise de conscience. Qu'il faut d'abord sanctionner tous ceux qui ont été coupables de détournement de deniers publics, eux et leurs complices. Ensuite, il faut qu'on refonde la gouvernance de notre pays pour que plus jamais cela ne se passe dans le pays. Écoutez, vous voyez même la Cour des comptes elle-même, normalement, elle doit faire son rapport de manière annuelle. Il a fallu attendre 3 ans pour cumuler 3 exercices et nous sortir un rapport. Même ça, c'est encore révélateur d'une malgouvernance. Il faut que dans ce pays, les choses changent. Sinon, à la longue, notre pays risque de connaître la situation de pays comme la Somalie, le Mali plus près de nous, ou la Libye, où il y a un non-État, où chacun se défend comme il peut, la loi de la jungle. Et ça, ce n'est pas souhaitable au XXIe siècle. Et justement, toujours par rapport à ces rapports, vous pourrez suivre en partie magazine la réaction de l'acteur de la société civile Mnoufou Mamadou Arzika. Ça serait en fin de cette édition.
Lancement officiel ce matin à Kwaratagi des paiements de transfert monétaire de la deuxième phase du projet filets sociaux adaptifs de Wadata Talaka. C'est le secrétaire général adjoint du gouvernorat de Niamey qui a présidé la dite cérémonie. Et c'était également en présence de plusieurs invités, nous rapporte Nafissa Touzakou sur les images d'Ibrahim Abdou. Contribuer à lutter contre la pauvreté chronique et la sécurité alimentaire, tel est le credo du projet Filets sociaux. Ainsi, cette cérémonie marque le lancement officiel des paiements des transferts monétaires de la deuxième phase du projet dénommé Filets adaptatifs de Wadata Talaka. Ce cash transfert de la deuxième phase est destiné aux ménages les plus vulnérables de la région de Niamey. L'objet de la réunion de la cérémonie d'aujourd'hui, c'est le lancement du cash transfert, qui est une des composantes phares de ce projet Filets sociaux. Le transfert monétaire vise à accorder un montant de 15 000 francs CFA pendant 24 mois à un ménage vulnérable et chroniquement pauvre. L'objectif à terme est de renforcer la résilience de ce ménage à faire face aux problèmes de sécurité alimentaire, aux problèmes de pauvreté. Donc pour la région de Niamey, nous avons l'arrondissement communal 2 qui est concerné pour cette première phase, ce premier cycle de la deuxième phase du projet. Et pour la région de Niamey, c'est 1164 bénéficiaires qui seront touchés par cette opération pour un montant d'un peu plus de 426 millions de francs CFA. Pour ce premier paiement, on a cumulé 3 mois, c'est un montant de 45 000 qui seront payés aux bénéficiaires parce qu'avec les impacts socio-économiques de la pandémie au coronavirus, on a en tout cas suivi surtout les impacts socio-économiques de cette pandémie. On a préféré cumuler les 3 mois qui font 45 000 pour permettre à ces ménages pauvres et vulnérables à faire face à ces impacts négatifs, à faire face aux problèmes d'insécurité alimentaire qu'on connaît parce qu'on est dans une période de soudure et à pouvoir en tout cas améliorer leur vécu quotidien. Et à partir de maintenant, en tout cas, les opérations de paiement vont continuer. Et pour ce premier cycle, dans tous les pays, à peu près 27 800 ménages qui seront touchés pour un montant injecté d'1,260 milliard de francs CFA. Procédant au lancement de Wadata Talaka dans la région de Niamey, le secrétaire général adjoint du gouvernorat a salué cette initiative du projet Filets sociaux. Ces transferts sont couplés à la participation des ménages ciblés à des activités de sensibilisation pour un changement de comportement et à la dynamisation des groupements. Cette stratégie d'intervention constitue à n'en point douter un levier de développement centré sur le renforcement de la résilience climatique communautaire. La première étape de cette deuxième phase du cash transfert dans la région de Niamey concerne 245 ménages du village de Kwaratagi, d'où cette réjouissance des bénéficiaires. On remercie le projet Filets sociaux pour ce geste qui contribue à subvenir à nos besoins familiales et à lutter contre la pauvreté. C'est la première fois qu'un projet nous vient en aide. Nous les souhaitons bonne chance dans leurs activités. C'est une grande joie qu'on ressent aujourd'hui, car cet argent reçu nous permet de satisfaire nos besoins quotidiens. On remercie le projet Filets sociaux pour ce don, tout en les souhaitant bon vent. A noter que ce cash transfert de la deuxième phase du projet Filets sociaux adaptatifs de Wadata Talaka est un projet de 5 ans allant de juillet 2019 au juin 2024 et concernera toutes les 8 régions du Niger. Signature ce matin de convention de partenariat entre l'Institut africain de technologie IAT avec le centre incubateur des petites et moyennes entreprises du Niger, CIP-MENA. Une convention qui consiste à initier les étudiants de l'IAT à l'entrepreneuriat. Amza Sakou et Chebou Igisso. Toujours dans sa quête de l'excellence et de la qualité,
L'Institut africain de technologie IAT bat le record, ce qui lui a valu la signature de partenariat avec plusieurs structures, dont cette cérémonie marque également une convention de partenariat avec le Centre incubateur des petites et moyennes entreprises du Niger, CIPMEN. Cette convention entre dans le cadre de l'accréditation des diplômes CAMES, mais aussi et surtout de répondre aux exigences de la démarche qualité. Désormais, les écoles n'ont plus simplement l'obligation de former. C'est qu'après la formation, il faut aussi penser désormais à suivre ces étudiants détenteurs de diplômes. Raison pour laquelle désormais nous nous sommes dit que le partenariat avec les structures de l'extérieur, naturellement, il faut que ça soit davantage renforcé. C'est pour cette raison que nous sommes allés vers le CIPMEN, qui est l'une des institutions phares qui accompagne les jeunes diplômés dans l'entrepreneuriat. Donc du coup, nul besoin de justifier que cette convention de partenariat sera profitable pour les jeunes Nigériens, et à la limite, nous voudrions que ce partenariat soit un partenariat pérenne et qui sera profitable pour le Niger et qui permettra à ce que désormais les jeunes entrepreneurs que nous aurons à former dans le cadre de cette convention de partenariat puissent être des jeunes compétitifs tant sur le plan national que sur le plan international. Abondant dans le même élan, le directeur général du CIPMEN a également souligné l'importance de ce partenariat. Le CIPMEN, c'est un centre incubateur des petites et moyennes entreprises au Niger qui existe depuis 2013 et qui est un outil au service de l'entrepreneuriat des jeunes et pas que. Et aujourd'hui, nous avons effectivement une mission de service public parce que nous sommes bâtis sur un partenariat public-privé avec donc l'appui des autorités nigériennes, avec l'appui d'un certain nombre de structures étatiques. Nous avons aussi des partenaires privés et aujourd'hui donc c'est tout à fait naturel de pouvoir s'engager pour accompagner l'entrepreneuriat au sein du groupe IAT. Donc nous allons mettre à disposition nos experts, nous allons travailler pour adapter l'offre qui va nous permettre de sortir des étudiants entrepreneurs issus de l'IAT. Donc ça, c'est vraiment des belles ambitions. Et nous allons aussi mener beaucoup de formations de sensibilisation à l'entrepreneuriat pour que nos étudiants considèrent l'entrepreneuriat comme étant une des alternatives, en tout cas, à leur avenir. Notons enfin qu'après cette signature, l'Institut africain de technologie IAT mettra à la disposition des étudiants porteurs de projets des infrastructures de formation. IAT, un pôle de l'excellence. Les reportages de cette édition nous amènent à cette fois-ci à la commercialisation des produits saisonniers, des produits très consommés par la population au vu de l'engouement constaté par notre équipe sur place au marché Aboutagui. Asmaou Seydou et Sadoudoumi. Âgés pour la plupart d'une vingtaine d'années, ces jeunes qui jadis dans le passé, à cette période de pluie, restent au village pour travailler dans les champs, s'adonnent aujourd'hui dans ces marchés urbains au commerce des produits saisonniers. Arachides, dattes, noix de doum ou encore les courges ont inondé les différents marchés de la capitale, à l'exemple du marché de Yantala ou Aboutagui, période pendant laquelle les jeunes se frottent les mains. Avant, je vendais de la pastèque. Et maintenant, avec la saison de pluie, je me suis relancé dans le commerce de la vente de dattes fraîches. Elle est plus bénéfique et c'est sa période. Je me retrouve dans ce commerce car nous les vendons aussi à un bon prix. Je vends ce noix de doum pour mon propre intérêt. Les deux à 25 francs. Nous achetons le sac à 4 000 voire 5 000 francs. J'arrive à tirer mon épingle du jeu. J'irai au village, mais une fois, après avoir fini de me préparer. Des produits très appréciés par les consommateurs.
Nous consommons ces produits saisonniers comme amuse-gueule. Ils sont appétissants et nous les achetons aussi pour les enfants. Des jeunes à encourager qui doivent servir d'école à cette frange d'âge pour lutter contre le chômage. Nous en venons à présent à la réaction que nous a accordée Noufou Arzika sur les irrégularités relevées dans le rapport de la Cour des comptes publié cette semaine. Très bonne réception à vous. La Cour des comptes fait partie des institutions judiciaires de notre pays. Elle participe de ceux qui contribuent à rendre la justice dans notre pays au nom du peuple, dans le strict respect de la règle de droit ainsi que les droits et libertés de chaque citoyen. Il se trouve que dans l'article 116 de notre Constitution, on a effectivement énuméré parmi les institutions judiciaires qui sont appelées à exercer le pouvoir judiciaire dans notre pays, il y a la Cour des comptes. Après la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, la Cour de cassation, il y a la Cour des comptes et de discipline budgétaire. Donc le rôle de la Cour des comptes est un rôle éminemment important dans le pays, dans un pays démocratique. Parce que elle participe, plus que toutes les autres institutions, elle, c'est l'institution de la redevabilité au niveau de l'État. C'est à travers la Cour des comptes que l'on peut rassurer le peuple, que l'on peut rassurer tout le monde sur la fonctionnalité et le fonctionnement de notre système politique, de notre système démocratique, de notre gouvernance, de notre gestion. Parce que, justement, la Cour des comptes, c'est elle qui est le juge des comptes de la nation. Elle juge les comptes de la nation au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, au niveau des collectivités territoriales, au niveau des démembrements de l'État, au niveau des autres correspondants de l'État et même au niveau des partis politiques. La Cour des comptes, donc, son rôle est éminemment important. Ce n'est pas une institution banale, ni à banaliser. Mais évidemment, on se rend compte que ce niveau de prise de conscience de ce qu'elle représente et des moyens qui sont censés lui être donnés pour qu'elle puisse être à mesure de faire son travail en termes de moyens humains, de moyens matériels et de moyens financiers, pour que la Cour puisse couvrir le champ de sa mission. Le champ de sa mission, ça veut dire, quand on dit vous êtes juge des comptes de la nation, ça veut dire, imagine tout ce qui doit converger comme compte qui doivent arriver au niveau de la Cour si elle n'a pas suffisamment de personnel, si elle n'a pas suffisamment de moyens pour être à mesure de mettre les gens sur le terrain de la vérification, sur le terrain de l'analyse des comptes, sur le terrain de tout ce qu'il faut faire pour avoir les moyens de l'expertise et qui lui permettent de fouiller, j'allais dire même de fouiner les comptes et qui sont susceptibles d'être déférés devant elle. Alors naturellement, on peut constater qu'il y a des insuffisances. C'est pour ça d'ailleurs, vous constaterez quand on va aller dans l'analyse de l'approche de la Cour, qu'il y a effectivement quelques insuffisances, quelques faiblesses, mais néanmoins, il faut se féliciter. Il faut se féliciter et féliciter la Cour des efforts qu'elle essaie de faire depuis, mais malheureusement, qui ne sont pas suivis ni respectés. Vous avez vu aujourd'hui dans la Constitution même, il y a des obligations qui sont faites. Je vais commencer par là. Qui est faite par exemple au président de la République. Après avoir été investi, avant d'entrer en fonction, on dit 48 heures après avoir prêté serment, il doit, comment on appelle ça, faire la déclaration sur l'honneur de ses biens à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle qui reçoit pour le président, elle destine la copie de ça au niveau de la Cour des comptes. Et la Cour des comptes est habilitée normalement à regarder cette déclaration des biens du président, essayer de suivre ça pour voir si justement le président en tant que citoyen, est-ce qu'il a rempli ses obligations fiscales. Par exemple,
Dans tout ce qu'il a déclaré, combien on peut dire, on ne rentre même pas dans la justesse, la légitimité ou la licéité des biens déclarés par le président. Mais si le président a déclaré qu'il a tel bien, en tant que citoyen, on vérifie est-ce qu'il a déclaré ça aux services fiscaux. Est-ce qu'il a déclaré, comment on appelle ça, il a fait payer aux services fiscaux ce qui revient de droit à l'État en termes d'impôts auxquels il est censé payer, parce que nous sommes dans un régime déclaratif sur les revenus que vous avez. C'est à vous de déclarer vos revenus pour que justement l'État puisse vous dire exactement qu'est-ce que vous devez payer à travers les services fiscaux. Pour justifier que lui, en tant que président de la République, donc premier responsable de l'État, et qui sera appelé à donner des ordres sur la gestion de l'État, la gestion des moyens de l'État, la gestion des ressources de l'État pour conduire les affaires publiques. Et comment est-ce que lui, il a accompli son rapport civique? Est-ce qu'il a été un bon citoyen? Est-ce qu'il est un bon citoyen qui justement ne jongle pas avec le fisc? Ça, c'est soit dit en passant. C'est valable pour tous les ministres. Quand vous êtes nommé ministre, on vous donne 7 jours pour que vous déclarez vos biens avant de finaliser la formalité légale de votre entrée en fonction. Sinon, si vous ne faites pas cette déclaration, 7 jours après, donc on peut considérer que votre nomination a des problèmes. Et que si vous continuez à exercer des fonctions alors que vous n'êtes pas régulièrement entré en fonction parce que vous n'avez pas fini la formalité légale d'entrer en fonction qui est la déclaration sur l'honneur de vos biens, et qu'une fois déclaré, la Cour des comptes les reçoit et elle a la possibilité, elle a tout pouvoir d'appréciation, la Cour, tout pouvoir d'appréciation sur ce que vous avez déclaré. Et dégager maintenant ce qu'il y a lieu de voir sous l'angle juridictionnel, sous l'angle non juridictionnel, les différentes explorations qu'elle peut être amenée à faire. Ça, c'est de la Cour des comptes qu'il s'agit. Maintenant, en dehors de ça, on a dit que la Cour des comptes, elle est la Cour des comptes et de la discipline budgétaire. Discipline budgétaire dans quel sens? C'est-à-dire, nous votons au Niger des lois de finances régulièrement, et ces lois de finances qui sont votées au niveau de l'Assemblée nationale sont des autorisations qui sont accordées au gouvernement pour justement réaliser des recettes et en même temps faire des dépenses qui cadrent avec ce qui a été autorisé dans le cadre de la loi des finances. Donc le rôle de la Cour à ce niveau, c'est de regarder par rapport à cette loi des finances comment le gouvernement a été amené à l'exécuter. Est-ce que le gouvernement a respecté les différentes lignes budgétaires? Est-ce qu'il a respecté la nomenclature budgétaire? Est-ce qu'il a respecté les crédits budgétaires alloués au niveau des ministères? Est-ce que les gens ne se sont pas retrouvés en train de faire des réallocations de façon illégale alors qu'il y a une procédure qui est prévue? Même dans un ministère, vous avez des postes budgétaires alloués à telle ou telle rubrique, mais il y a des possibilités légales qui sont données où on peut s'adresser dans certains cas au ministre des Finances ou d'autres cas, il faut même aller jusqu'à saisir l'Assemblée à travers un collectif budgétaire où on peut être amené à formuler des réaménagements, justement, comment on appelle ça, des réaménagements au niveau de la loi des finances. Mais malheureusement, et ça aussi, ça s'apprécie à quel niveau? Ça s'apprécie à travers ce qu'on appelle la loi de règlement. La loi de règlement, c'est une loi de règlement, c'est-à-dire une loi qui est faite et qui est adoptée à l'Assemblée. Et après que le gouvernement qui a exécuté le budget et communiqué tout ça au niveau comment on appelle ça, de la Cour des comptes, que la Cour des comptes a vérifié que tout ce qui a été fait est conforme, que l'ensemble des recettes attendues sont rentrées, qu'il n'y a pas eu de débordements, il n'y a pas eu de retenues, il n'y a pas eu de fraude, il n'y a pas eu des évasions, il n'y a pas eu de contournements, comme malheureusement vous savez que c'est le cas. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, l'ensemble de la chaîne des recettes de notre pays, tous ceux qui sont appelés à être les acteurs de la recette, ils organisent à leur manière et la manière de fournir ce qu'ils veulent à l'État. Même la définition de ce qu'on peut appeler les objectifs, c'est à eux qu'on s'adresse pour qu'ils indiquent
combien on peut espérer ce mois-ci en matière de droits de douane, ce mois-ci en matière de droits des impôts, de tels impôts, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont ces mêmes agents qui déterminent ça. Et justement, tout le monde constate qu'à ce niveau-là, il y a un vrai problème. C'est que l'analyse des recettes est insuffisamment bien faite. Et on constate que les acteurs de la chaîne des recettes dans notre pays sont des acteurs qui se taillent la part belle dans ce qu'ils font. Et on constate très bien, donc ça veut dire qu'il y a forcément de l'évasion, il y a forcément des détournements, il y a forcément de la corruption, il y a forcément et les autres manœuvres qui font que les recettes attendues, et que ce soit des impôts, des droits de douane ou d'autres régies recettes, n'arrivent pas telles que normalement on les attend. Normalement, la Cour, elle doit avoir les moyens de s'assurer tout ça, de vérifier tout ça, de regarder par rapport à ce que la loi de finances a autorisé comme piste de recette, comment les acteurs de la recette s'organisent dans le cadre concrètement de leur travail pour faire en sorte qu'ils puissent mobiliser les recettes qu'il faut pour l'État. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on parle de la TVA. Donc la TVA, elle naît lorsqu'il y a une opération qui permet justement à un consommateur d'acheter un bien ou un service. Et qu'une fois que, conformément à la loi des finances, il y a une opération qui est réalisée au niveau d'un commerçant et qui fait naître ça, qui fait naître, comment on appelle ça, naître la TVA. Mais c'est à eux de le constater, c'est à eux de déclarer, c'est à eux de dire, bon voilà, nous avons fait telle opération, on a collecté telle TVA et on a été capable de réaliser telle recette et on fait ce qu'on appelle la déclaration de TVA. Et après, on fait le paiement de cette TVA. Et souvent, à ce niveau aussi, on constate que les gens, ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. Et c'est même ça qui a fait qu'à partir de 1998, je crois, il y a eu une nouvelle idée qui a fait que les gens ont introduit la notion de retenue à la source. C'est-à-dire que c'est le client lui-même qui est le client qui va retenir à la source parce que l'État a désormais plus confiance que le client qui est assujetti à la TVA, qui au lieu qu'il paye la TVA au fournisseur, qui est censé collecter la TVA avec lui et la reverser à l'État. L'État dit, bon, comme il n'est plus un collecteur fiable, j'autorise que telle catégorie de clients retiennent par devers eux la TVA qu'ils sont censés payer dans la facture qu'ils ont à faire avec un opérateur quelconque, avec un fournisseur quelconque, donc ils retiennent ça. Et c'est à eux maintenant de déclarer maintenant au niveau de l'État, j'ai acheté telle chose, j'ai fait tel niveau de marché avec telle entreprise et que ça a fait naître tel montant de TVA. Donc maintenant, désormais, c'est aux clients de déclarer cette TVA. Mais ils ne sont pas nombreux. Ces genres de clients sont désignés formellement par l'État à travers la Direction générale des impôts. C'est valable pour d'autres types de recettes, que ce soit au niveau des droits de douane. Il y a donc tout ça. C'est quand on dit quelqu'un a importé un bien de l'extérieur, c'est quand il veut le faire venir qu'il y a des agents de douane sur la route pour constater à la frontière, à l'entrée, qu'il y a, ou même qu'il y a des brigades à l'intérieur du pays qui circulent pour constater que si ce n'est pas des fraudeurs qui ont traversé les frontières sans passer par les bureaux ou les barrières douanières, donc on fait le tout mis ensemble, devait permettre à ce corps-là de faire le travail, de veiller à ce que toute marchandise importée de l'extérieur qui est assujettie au paiement de droits de douane puisse passer pour payer à la caisse le montant qu'il faut conformément à la loi des finances. Mais vous avez, ce n'est pas dans tous les cas que c'est comme ça. C'est eux qui sont appelés à voir au nom de l'État, c'est eux les yeux et les oreilles de l'État, mais parfois ils sont les yeux et les oreilles de leur poche. Ça, c'est des choses désormais que tout le monde connaît. Et c'est facile de le constater. Et on peut aussi revenir sur comment on peut le faire par rapport à ce genre de questions-là. Donc, maintenant, par rapport toujours à la Cour des comptes, il faut savoir que la Cour des comptes, son rôle est éminemment important au point où elle ne peut pas mériter le sort qu'on lui a réservé dans ce pays avec la négligence qui a été accordée par les différentes autorités, même des régimes qui se sont succédés, et surtout particulièrement au niveau de ce régime-là. Ce régime a été un régime trop négligent qui a banalisé le rôle et le travail attendu de la Cour des comptes. Parce que la Cour des comptes étant installée, vous savez que depuis 2004, au niveau de l'UEMOA,
il y a eu une réforme qui est dans le cadre des critères de convergence au niveau de l'UEMOA. On a engagé des réformes pour avoir une même nomenclature budgétaire, une même façon de faire les choses. On a demandé à tous les pays de créer des cours de compte pour que, comme les cours de compte accompagnent la discipline budgétaire, accompagnent la transparence budgétaire, accompagnent la sanction budgétaire par rapport aux décisions juridictionnelles que la Cour fait. Elle prend des décisions et elle fait le contrôle de gestion. Elle apprécie les comptes de gestion qui sont censés lui être fournis par tous les assujettis. Malheureusement, et donc quand ça a été fait, depuis 2004, on a même, je me rappelle, ça a entraîné une réforme. Et à l'époque, on n'avait que la Cour suprême. Donc, quand il y avait eu besoin de ça, il y a eu une réforme en 2004 par rapport à la Constitution de 9 août 1999. Et on a donc éclaté la Cour. On a donc en 4 pour sortir la Chambre des comptes, parce qu'avant c'était la Chambre des comptes et des disciplines budgétaires, et au niveau de la Cour suprême. Maintenant, on a créé la Cour, et en créant la Cour des comptes, donc c'était pour répondre à cette préoccupation de l'UEMOA, et c'est dans le cadre de ces critères de convergence, et la Cour devait être dotée des moyens qui devaient lui permettre de faire son travail. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous avons assisté à des moments où la Cour, il y a un vide total. C'est comme ce qui est arrivé ces derniers temps. Il y a eu, avec le tout dernier cas qui nous a beaucoup heurté, c'est quand il y a eu la mort du dernier président. Il est mort et puis pendant plus d'une année, on n'a pas changé. Et la Cour était bloquée. Parce que dans la loi qu'ils ont faite, la loi avait des insuffisances qui font qu'il n'y a même pas la possibilité d'organiser l'intérimat au niveau de la Cour. Personne ne peut assurer l'intérim du président de la Cour, et comment on appelle ça, surtout en matière financière, c'est lui seul qui est ordonnateur. Et comme il n'y avait pas, donc les gens étaient bloqués. Et pendant 2017, 2018, jusqu'à 2019, là, qu'on a pu mettre en place, donc on a pu pourvoir au poste, on s'est retrouvé avec un vide où la Cour n'a pas travaillé. Même si elle a travaillé, en fait, elle n'est pas allée jusqu'au bout, parce que normalement, le rapport général, il est public. Et il est fait annuellement. Ce n'est pas un rapport qu'on fait tous les 2 ou 3 ans, où on fait des rapports cumulés. Déjà, on a eu des problèmes pour faire le rapport de 2015, et il a fallu qu'on se retrouve pour faire le rapport de 2016, parce que là-bas aussi, il y avait un flottement dans le cadre de mutations qui sont intervenues, et entre-temps, et avec le changement du président là-bas, donc ça a créé une situation qui a fait que chaque fois que ça arrive, ça crée des flottements au niveau de cette institution. Ça là, nous insistons là-dessus parce que vous savez, dans ce pays, le premier axe de la gouvernance du président Issoufou, c'était de dire que sa mission, son souci, c'est d'avoir des institutions fortes, bâtir des institutions fortes, et qui sont capables de fonctionner. Mais ce n'est pas le fait de mettre en place les institutions, mais faudra-t-il aussi que ces institutions soient mises réellement en condition d'exercer les missions, les fonctions, jouer le rôle attendu d'elles, tel que c'est prévu par la Constitution et les lois organiques qui les créent. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'institutions, en fait, c'est juste, elles sont là. Et vous pouvez aller même à l'Assemblée. Vous pouvez considérer que l'Assemblée nationale, même l'Assemblée est une caisse de résonance. C'est juste une chambre d'enregistrement. Alors que nous avons dit qu'il y a séparation des pouvoirs. L'Assemblée est un pouvoir judiciaire, un pouvoir législatif indépendant du pouvoir exécutif. Et qui a un rôle précis dans la Constitution qui ne devait pas amener les considérations partisanes dedans, qui ne devait pas amener d'autres considérations dedans. Parce que dans la Constitution, à son article 4, alinéa 2, il est dit clairement les obligations qui sont faites à tous ceux qui sont appelés à exercer le pouvoir d'État. Donc le pouvoir législatif est un pouvoir d'État qui est exercé par l'Assemblée et de façon indépendante de l'exécutif. Mais vous entendez souvent les députés considérer que non, eux, ils ont une majorité, ils sont solidaires de la majorité, c'est le gouvernement qui les moyens, c'est le gouvernement qui les fait faire ce qu'ils veulent, et puis voilà. Et autre chose qui est très grave, l'Assemblée nationale, le budget, même là dans ce rapport, on a relevé ça, que le budget de l'Assemblée nationale, l'Assemblée, elle est exécutée et elle ne rend pas compte. Elle n'a pas pu rendre compte de l'exécution de son budget à la Cour des comptes. Ça a été relevé dans ce rapport. Mais ils ont dépensé de l'argent public et ils pensent qu'ils n'ont pas le devoir de rendre compte. Ils ont l'obligation de rendre compte, c'est un devoir. Et c'est eux qui doivent donner l'exemple en tant qu'institution représentante du peuple. C'est la représentation nationale. Mais l'Assemblée, elle triche.
Elle refuse de livrer ses comptes à la Cour des comptes pour qu'on apprécie ses comptes, on apprécie comment elle a exécuté son budget. Est-ce qu'elle a respecté la discipline budgétaire? C'est bien de dire qu'on contrôle l'action du gouvernement. Mais si vous faites autre chose et que vous devez envoyer vos comptes pour qu'on les regarde, vous aussi vous refusez d'envoyer vos comptes. Donc on va vous appeler quoi? Donc ça, c'est pour ce qui concerne le niveau de l'État. Maintenant, dans le cadre du travail de la Cour a une vocation aussi à regarder les démembrements de l'État, les collectivités territoriales. La Cour doit regarder la fonctionnalité de l'exécution de leur budget et le respect des obligations qui sont faites par rapport à la discipline budgétaire, le budget des collectivités, comment il est fait, comment il est exécuté, et puis ensuite, maintenant, les démembrements de l'État, qui sont les sociétés d'État, comment on appelle ça, et d'économie mixte, qui sont, comment on appelle ça, des institutions publiques ou parapubliques. Et ces genres d'institutions, l'État, donc, la Cour des comptes a droit de regard sur leur gestion. Elle apprécie leurs comptes, elle regarde comment elles aussi exécutent leur budget, comment ils respectent la discipline budgétaire, comment ils exécutent leurs dépenses. Est-ce qu'il n'y a pas de l'abus, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont mal faites? Ça aussi, la Cour doit regarder ça. Vous avez vu, elle a donné des exemples. Parce que là, à défaut d'être capable, en tant que Cour, de regarder tous les comptes de l'État, tous les budgets, le budget qui est soumis par le gouvernement à travers le ministère des Finances, tout ce qui est soumis au niveau de l'Assemblée nationale à travers la Commission des Finances, et ce qui doit être fait au niveau de l'ensemble des communes. Toutes les communes sont censées envoyer à la Cour des comptes les comptes pour que la Cour regarde. Mais vous avez vu le plus souvent la Cour, comme elle n'a pas suffisamment de moyens, elle fait la politique de ses moyens. Donc ça veut dire qu'elle travaille en essayant de faire une sorte de panachage. Elle prend juste quelques cas et elle essaie de s'appuyer sur ça, examiner le cas. Sinon, normalement, c'est tous les ans. C'est pas seulement on fait aujourd'hui, on regarde la Caïma, aujourd'hui, demain, on regarde la Sonitel, après, demain, on va regarder la Nigélec, après, l'année prochaine, on va... Non! Tous les ans, on doit regarder les comptes de ces gens-là. Oui, oui. Ce sont des obligations qui sont faites à la Cour des comptes et aussi les obligations qui sont faites aux assujettis. Et après, en dehors de ça, maintenant, il y a les partis politiques. Oui, c'est important. Les partis politiques sont des assujettis à l'obligation de déclarer leur compte au niveau de l'Assemblée, au niveau de la Cour des comptes, de déposer leur rapport et leur compte financier pour que la Cour regarde ça et certifie. Mais on a vu depuis 2011 pratiquement, il n'y a que des recommandations qui se répètent chaque année pour rappeler aux partis leur obligation de déposer les comptes. Surtout qu'il y a des ressources publiques qui sont mises à la disposition de ces partis. Et chaque année, on distribue au niveau surtout des partis politiques qui ont rempli certains critères qui sont prévus dans le cadre de la charte des partis politiques et pour qu'on puisse être dans la position justement de les donner les moyens. Et ces moyens-là, une fois qu'on les donne, l'État a un droit de regard à travers la Cour des comptes pour regarder comment les partis politiques ont fonctionné. Est-ce qu'ils respectent les injonctions de la charte des partis? Est-ce qu'ils se limitent dans la mobilisation des ressources externes ou dans la mobilisation des ressources internes? Ils se limitent aux injonctions qui sont faites au niveau de la charte des partis politiques. Donc ici, il est ressorti qu'effectivement, dans ces rapports, et avec tout ce qu'il y a eu depuis pratiquement, ça c'est le rapport de 2013 que j'ai, il y a celui de 2014-2015, et maintenant, le dernier c'est 2016, et maintenant le dernier qu'ils ont fait, ils ont fait ça en 3 ans, parce que je vous ai expliqué qu'il y a eu un dysfonctionnement qui était intervenu et qui a fait qu'il a fallu qu'on règle le problème de la nomination du premier président de la Cour pour qu'on puisse avoir la possibilité de pouvoir essayer de sauver les meubles et faire quelque chose pour sortir ce rapport. Et là où nous sommes heureux que ce soit fait comme ça, avec ce rapport, pour la première fois, le rapport, quand il est sorti, il y a eu un tapage. Il y a eu un tapage, je peux dire, heureux, qui a fait que contextuellement, à la sortie de ce rapport, c'est venu trouver le pays dans une ambiance inquiétante, où avec tout ce qu'on a eu, comme le rapport de la commission, comment on appelle ça, le rapport de l'inspection générale des armées, et au niveau du ministère de la Défense, mais ça a levé les lièvres.
ça a levé des lièvres, ça a montré que réellement, dans ce pays-là, on a été dans un régime de gabégie. Depuis combien de temps? C'est depuis l'arrivée de ce régime, avec ce qu'on a vu au niveau du ministère de la Défense, on a vu que depuis 2011, on a mis à la disposition de ces gens 515 milliards. 515 milliards pour uniquement les deux rubriques. Le rubrique de fonctionnement et le rubrique d'investissement réalisé par l'État. 515 milliards. Sans compter que le salaire du personnel est pris ailleurs dans une autre rubrique. C'est ça qu'on a mis à la disposition de ces responsables qui ont passé dans ce ministère de 2011 à 2020 aujourd'hui et qui aujourd'hui ont été gérés sous la forme qu'on a été amené à savoir avec le rapport et qui n'est pas encore fini. Parce que le rapport n'a même pas dit grand-chose. Parce que le rapport n'a pas permis, avec ce qu'on a dit dans le rapport, ça ne permet pas de régler les problèmes qui ont été soulevés, comme je l'avais dit dans notre dernière interview, et ceux qui ont été soulevés par le procureur de la République. Le procureur de la République a estimé, effectivement, que par rapport à la manière dont les choses ont été faites au niveau de ce ministère-là, il n'y a pas moyen véritablement de savoir grand-chose dans ce qui a pu être fait exactement pour connaître réellement ce qui a été détourné, enrichi, dilapidé et au niveau de ce ministère, sauf si on engage une poursuite pour délit d'enrichissement illicite. C'est à travers ça qu'on va regarder l'ensemble des acteurs qui ont fait leur parcours dans ce ministère durant cette période-là, comment ils se sont enrichis parce que c'est visible. Il y a des gens, on a vu, on sait comment ils sont rentrés. C'est pour ça qu'on fait déclaration des biens au départ. Et on sait aujourd'hui, ils sont là en train de gérer, on sait tous ceux qui sont en train d'amasser. Et c'est donc maintenant, quand on revient sur le rapport, vous avez vu de la Cour des comptes, elle a pris un échantillon. C'est un échantillon qu'elle peut prendre compte tenu de la situation dans laquelle elle-même elle est. C'est-à-dire le problème de l'insuffisance des moyens en termes de ressources humaines, l'insuffisance des moyens en termes de ressources matérielles et financières pour pouvoir faire son travail qui devait couvrir tous les champs. Et chaque année. Mais là, elle ne prend que quelques échantillons et c'est sur la base de ces échantillons qui en disent long. Parce que tous les échantillons qu'on a pris montrent qu'il y a des problèmes. Par exemple, on a donné l'exemple de la Sonidep, l'exemple de la Nigélec, l'exemple de la Sonitel, l'exemple de ARTP et que sais-je encore. Et on a vu partout, il y a des problèmes. Regardez aujourd'hui une société comme la Nigélec qui donne un prêt de 2,5 milliards à ses agents. Donc qui empêche même aux banques de bénéficier. C'est une concurrence déloyale. Parce qu'eux, ils doivent aller en banque pour prendre leur crédit. La Nigélec n'est pas une institution bancaire ou une institution caritative pour qu'elle soit dans la position de considérer qu'elle peut trouver un mécanisme où elle va prêter de l'argent à ses agents. Si ces agents ont besoin de prêter de l'argent en tant qu'employés, ils ont leur salaire, ils vont en banque contracter des prêts, des crédits et payer des traites chaque année et on vire leur argent au niveau des banques en question. Mais pas que la Nigélec se permette dans l'argent qu'elle a pour sa gestion, elle prend ça alors que chaque fois elle crie qu'elle a telle ou telle difficulté. Et vous savez, cet argent c'est quoi? En réalité c'est notre argent, c'est l'argent des consommateurs. Parce que vous savez, quand nous souscrivons la police d'abonnement, nous sommes obligés de payer la caution. Et la caution là que nous payons au niveau de la Nigélec, c'est beaucoup de millions, beaucoup de milliards que nous payons pour déposer et en termes de caution. Et normalement, cet argent-là, quand on le dépose à la Nigélec est censée elle-même le déposer dans un compte à terme ou un compte en tout cas. Mais cet argent, c'est dans ce genre d'argent que la Nigélec considère que, comme ça rentre dans sa trésorerie, donc elle considère qu'elle a de l'argent. Et au lieu même de travailler dans l'amélioration de sa gestion, de l'amélioration de la qualité du service, la Nigélec se permet de faire des avantages et faramineux à des agents, je ne sais pas si ça participe de la motivation d'agents et quel est réellement l'impact de cette motivation vis-à-vis de l'amélioration en qualité de la prestation de leurs services en faveur des clients que nous sommes. Tout le monde sait que c'est Coupelec. Nous avons passé ces dernières années des moments très durs, des moments très difficiles par rapport à la manière de servir de la Nigélec.
Et c'est très clair, tout le monde sait et tout le monde a ressenti ça. Donc c'est valable, vous avez vu, on a donné des exemples où la question, sur certaines institutions, où les gens se sont permis un certain nombre de facilités qu'ils ont accordées à eux-mêmes ou à leurs agents ou à des syndicats collaborateurs, et tel que vous avez l'exemple que vous avez donné. Parce que l'exemple que vous avez donné, ce n'est pas à des marabouts qu'on a donné. En fait, on a donné aux syndicats qui se sont promis de faire un travail d'apaisement du climat social au niveau de la société et en considérant que c'est des prières qu'ils vont organiser pour être dans la position d'implorer que Dieu apaise le cœur de leurs militants et qu'ils ne soient pas là à peut-être à les bousculer pour qu'en tant que syndicat, qu'ils puissent jouer le rôle qu'ils doivent jouer pour défendre les intérêts de leurs militants et vis-à-vis de la direction. Et ce faisant, donc, ils ont pu avoir ce genre de soutien. Comme vous avez vu dans tous les cas, comment ce régime a couronné coronavirus, il a couronné les syndicats, les centrales syndicales, elles sont devenues totalement des centrales inopérantes et qui considèrent même que les questions sociales, les questions d'intérêt national, les questions qui concernent la vie de la nation ne les intéressent vraiment pas du tout. Et ils ont accompagné le régime, ils ont aidé le régime à arriver au pouvoir comme ils le disent. Donc c'est leur régime et ils fonctionnent comme certains députés qui pensent que c'est leur régime. Donc ils ne vont rien faire pour contrarier la conduite de leur régime, malgré que ce sont des camarades à eux dans le régime qui organisent ces genres de violations de la convention commune, que ce soit la violation des lois, la constitution et autres. Tout le monde est censé le faire. C'est pas parce qu'on t'a élu, tu es camarade, mais on t'a élu. C'est bien. Nous, on a accompli notre partition. Mais toi aussi qui es l'élu, tu as l'obligation d'accomplir ta partition, de faire ce que tu dois faire. Et même les fonctionnaires nommés pour exercer certaines fonctions publiques, pour qu'elles puissent contribuer à amener l'État à jouer le rôle attendu de lui dans l'intérêt de toute la population, mais ils doivent le faire conformément aux lois de la République, mais pas dans une logique de copinage, de camaraderie partisane, de clan. Une logique de clan qui est bannie par la loi, l'article 4 alinéa 2 de la Constitution, que j'ai invoqué tantôt, et qui dit que, clairement, voilà ce qu'il faut éviter. Et voilà les gens qui considèrent que c'est comme ça. Donc, en pensant que, en mettant de côté, vous avez vu le dernier cas qui m'a donné des mots de tête. Quand il était question de dire on va mettre en place une commission d'enquête pour aller savoir, mais la gestion de notre pétrole depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, mais concrètement, on a eu quoi? Que des députés de la nation cherchent à savoir, dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi de plus normal? Mais vous avez vu, ce sont eux-mêmes les députés. Alors même que c'est une commission de l'Assemblée, qui a décidé de proposer ça à la plénière. Maintenant, dans la commission, les députés étaient d'accord. Mais lorsqu'on est revenu en plénière, les députés, comme la plénière, ils ont transformé la plénière de l'Assemblée en une tribune politicienne. Vous avez vu que quand on revient à l'Assemblée, on ne parle plus de commission parlementaire, on parle de groupe parlementaire. Ce qui est totalement illégal, ce qui est totalement anticonstitutionnel. Je le dis et je suis formel dessus. Quel que soit ce que les uns et les autres ont pu dire, c'est comme ça. Quand nous avons dit ça, on a écrit ça, notre idée est très claire. L'article 87 de la Constitution est très clair. Chaque député est représentant de la nation entière. Tout mandat impératif est nul. Le vote du député est personnel. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un qui a un droit de vote personnel et qui n'a pas de mandat impératif, alors qu'il n'a pas des électeurs qui l'ont élu effectivement, il va venir l'avoir par une manœuvre tronquée où on va créer une sorte de, on dit groupe parlementaire et on érige un président qui est directement lié au bureau politique du parti, au leader du parti et au comité exécutif du parti, et que c'est de là-bas, il reçoit lui ses instructions et que ce sont ces instructions-là qu'il répercute aux députés sous forme de consigne de vote. Donc ça veut dire mandat impératif. Ce n'est même pas explication de vote contrairement à ce que les gens disent. Tout le monde les entend, c'est consigne de vote. Et on a l'habitude même d'entendre que les gens se réunissent quelques temps après, là-bas, en tant que parti. Et après, ils reviennent le lendemain à l'Assemblée. C'est la même chose qu'on reprend. Donc, ça veut dire que les gens ont créé les conditions d'un mandat impératif. Mais la Constitution, qu'est-ce qu'elle a dit? Là où elle est peut-être insuffisante. On a dit tout mandat impératif est nul. Le vote du député étant personnel,
tout mandat impératif est nul. Vous vous rendez compte? Mais quand le mandat est impératif, qui doit le constater? Qui doit constater que les gens ont exécuté un mandat impératif? Pour être dans la position de déclarer la nullité de l'acte qui a été posé ou validé par eux. C'est ça la question. Donc ça, c'est des poches de réformes et qu'il faut noter pour que dès qu'on a l'occasion de reprendre la Constitution, de la retravailler, qu'on puisse être dans la position de corriger ces genres d'impairs, comme jadis on a corrigé d'autres impairs qu'on a vécu les années antérieures. Donc, la Cour des comptes, ce qu'elle a fait, c'est un travail qu'il faut louer. Il faut le saluer parce qu'elle a fait des révélations très importantes. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, mais c'est quoi la suite d'une décision de justice rendue par la Cour? Quand la Cour relève des manquements dans une gestion d'une institution, mais ça donne lieu à quoi? C'est comme une décision judiciaire. Le rapport là, c'est une décision judiciaire. On a dit que dans les trucs, vous avez vu, il y a des trucs qu'on appelle les décisions juridictionnelles. Ensuite, il y a non juridictionnelles. Et puis ensuite, on dit qu'il y a des comment on appelle ça? Des recommandations d'ordre général, des recommandations spécifiques. Mais tout ça, c'est quand même en tant qu'institution judiciaire, je veux dire, qu'elle a pris tout ça. Et que c'est des prérogatives à elle reconnues. Mais quand elle prend ces décisions, ça a quelles conséquences véritablement? Quelles sont les leçons à tirer de ça? Qu'on puisse découvrir aujourd'hui qu'il y a eu des sociétés d'État où il y a des manquements comme ça qui ont été observés. Que les gens se sont permis, à cœur joie, de se donner des libertés pour faire des recrutements parallèles, des recrutements illégaux, pour essayer de faire des donations qui ne sont pas tout à fait régulières, dans des conditions qui ne sont pas forcément éligibles. Et que tout ça, là, quand on a constaté ça, concrètement, ça doit donner quoi comme implication. Au niveau des partis politiques, normalement, un parti politique qui n'est pas en règle auprès de la Cour constitutionnelle, mais ce parti, il est réputé être en situation de ne même pas pouvoir jouir de tous ses droits. Par conséquent, un parti qui n'a pas présenté, qui n'est pas en règle avec la Cour des comptes, qui n'a pas un certificat, un quitus de la Cour des comptes qui dit que c'est un parti normal, un parti régulier, un parti qui a rempli les obligations à lui imposées par la loi, ce parti n'a pas le droit même de parrainer un candidat quelconque. Ça veut dire qu'il ne peut pas se présenter. Il ne peut pas concourir à l'expression du suffrage. C'est la sanction qu'on peut attendre. Qu'on ne peut pas considérer qu'un parti qui n'est pas en règle, avec la loi, va encore en même temps avoir le droit de jouir de certains droits civiques ou aux droits civils. Pour quelle raison? Je pense que c'est des choses qu'il faut absolument aujourd'hui qu'on clarifie. Ces conclusions-là, la Cour doit elle-même sortir, au-delà de le faire seulement sous forme de documents pour ce qu'on a partagé dans les réseaux sociaux. La Cour doit faire même un point de presse pour que le résumé là qu'ils ont fait, que le résumé là au moins soit rendu à l'intention du public. Que les gens puissent avoir le temps. Pourquoi les autres ont le temps d'avoir le temps de lire leur rapport et la Cour ne va pas avoir le temps de lire le résumé de son rapport pour que l'opinion publique puisse entendre, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut arriver à avoir accès à un document comme ça que la Cour va imprimer.